Merci Julia. Nous allons passer à la partie suivante de notre programme, à savoir le numérique et l'éducation. Alors, nous allons essayer de voir comment nous pouvons apprendre à cette nouvelle époque du numérique. Bibliothèques sans frontières existe depuis 12 ans et permet d'apporter des connaissances, des informations à des personnes dans le monde qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, Bibliothèques sans frontières est présent dans quelques 50 pays. J'invite à présent Jérémy Lachal, qui est cofondateur des Bibliothèques sans frontières. Je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Merci Jérémy, merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous demander, Jérémy, nous dire ce que fait Bibliothèques sans frontières. Alors, Bibliothèques sans frontières, comme vous l'avez dit, c'est une ONG internationale qui permet l'accès aux informations à des personnes dans le besoin dans le monde. Accès aux informations, mais plus que cela, c'est l'utilisation de l'information, parce que c'est quelque chose qui est au cœur de la plupart des inégalités qui existent dans le monde. Nous pensons que les bibliothèques sont peut-être plus utiles que jamais pour donner accès à certaines personnes à des outils afin qu'elles puissent devenir autonomes, s'émanciper. Le problème, c'est que les bibliothèques sont souvent aux endroits où les personnes n'en ont pas le plus besoin. Je pense bien sûr à des camps de réfugiés ou encore à des zones rurales ici en France ou encore des quartiers un peu défavorisés dans nos villes où en fait les habitants ne vont pas dans les bibliothèques parce que ça n'est pas pour eux. L'idée des Bibliothèques sans frontières, c'est d'amener les bibliothèques là où elles ne sont pas. Vous avez donc lancé un outil très novateur qui s'appelle Ideas Box. Oui, en fait, pour pouvoir apporter ces médiathèques, ces bibliothèques là où elles ne se trouvent pas, il nous faut des outils. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait combien de temps un réfugié passe dans un camp de réfugiés aujourd'hui? Vous avez une petite idée? 17 ans. Donc vous avez des enfants qui vont grandir dans ces camps de réfugiés et qui n'auront jamais accès à l'éducation, à des établissements scolaires. Les personnes qui seront bloquées dans ces camps sans pouvoir en sortir, sans pouvoir travailler. Nous avons donc décidé en 2013 de créer un outil, un équipement pour pouvoir apporter la connexion au reste du monde à ces réfugiés dans les camps. Nous avons contacté quelqu'un d'extraordinaire, Philippe Stark, et je crois qu'il a un message pour nous. Je vous propose de le regarder. Pourquoi me suis-je engagé passionnément, définitivement, radicalement auprès de BSF pour Ideas Box? Eh bien, écoutez, c'est extrêmement simple. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire le mieux possible des choses totalement inutiles, tandis que eux passent leur vie à faire le mieux possible des choses utiles, autrement dit, des choses qui sauvent les vies. Et c'est vrai qu'ils ont été extrêmement intelligents, qu'ils sont extrêmement intelligents, car ils ont bien compris que pour reconstruire les routes, il y avait déjà des gens, pour reconstruire les ponts, il y avait déjà des gens, pour reconstruire les hôpitaux, il y avait déjà des gens, mais les routes, les hôpitaux, ça aide, ça sauve les vies, mais ça ne reconstruit pas. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en reconstruction, c'était le mental. Quand on a tout perdu, le mental est vital. C'est quelque chose qu'on peut transporter avec soi, c'est son soi, on pourrait dire. Donc les livres, tous les vecteurs d'information, d'éducation, de rêve, reconstruisent la personne. Je pense que c'est une telle évidence que tout le monde devrait le faire, mais ils le font déjà très bien, donc il n'y a pas vraiment besoin. Oui. Je pense qu'on pourrait peut-être voir à quoi ressemble Ideas Box. Pas sûr qu'on puisse nous montrer. Oui, voilà. Voilà l'outil. L'idée
c'est de créer un outil qui serait imperméable, qui résiste à la poussière et qui pourrait être déployé dans tout environnement très rapidement. Et Philippe Starck a eu cette idée de malle, en quelque sorte, de cantine sur des palettes. C'est très facile à transporter. Et lorsque l'on ouvre cela, est-ce qu'on peut passer à la planche suivante. Voilà, lorsque l'on ouvre la boîte, eh bien, ça permet d'avoir un espace de 100 mètres carrés avec accès à des livres, à des ordinateurs, à Internet, avec des contenus numériques adaptés à la culture, à la langue de la population. Et l'objectif, bien sûr, de nos programmes, par exemple, le soutien psychosocial, l'éducation, formation tout au long de la vie. Alors, IdeasBox comprend ces 4 composantes. Et la première IdeasBox que nous ayons déployée, voilà, c'était dans les camps de réfugiés congolais au Burundi. C'était en 2014. En 3 mois, eh bien, 20 000 personnes sont venues utiliser cette médiathèque. Il y avait des personnes qui faisaient la queue pour accéder aux livres, à la bibliothèque. C'était la première fois que ces enfants avaient accès à des livres, à l'éducation. Les adultes avaient pour la première fois accès à des outils pour se connecter avec leur famille de l'autre côté de la frontière. Et nous avons rapidement déployé cela dans d'autres zones de conflit, en Syrie, en Irak, au Bangladesh, mais également en Europe, au milieu de l'année 2015, avec l'arrivée massive de migrants en Grèce, en Italie, en France, et très rapidement, ce qui est très intéressant pour ce qui est de l'innovation, c'est que très rapidement, les personnes en Europe, aux États-Unis, ailleurs, on nous a dit qu'en fait, ça n'était pas uniquement pour les réfugiés, c'était également un moyen pour les médiathèques, pour les bibliothèques de se déplacer dans des endroits où les personnes ne vont pas dans les bibliothèques. Je pense aux quartiers défavorisés, aux zones rurales. Oui, c'est formidable. On voit que cette IdeasBox a également été utilisée avec un succès à Palerme, en Italie. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'innovation dans ce concept? Mais alors, il y a 2 points importants. Alors, évidemment, le design est crucial et Philippe Starck nous a fait un immense cadeau en acceptant de concevoir cet outil impressionnant. Mais ce qui est encore plus important, me semble-t-il, c'est le contenu. Vous savez, en fait, nous considérons les technologies comme un outil miracle. En fait, on arrive à apporter de nombreuses technologies dans cet outil, mais ce qui est surtout important, c'est le contenu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer du contenu dans plus de 35 langues, en kurde, en farsi, en bambara, etc. Parce que on ne peut pas se servir que de contenu éducatif en provenance de France ou des États-Unis. Non, il faut localiser ce contenu éducatif. Et c'est vraiment le travail que nous réalisons actuellement. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions concevoir du contenu adapté à la réalité locale de manière collaborative. Et je suis intimement convaincue, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à quelqu'un dans le couloir, je pense que l'innovation peut venir de n'importe où. Je suis intimement convaincue du fait que l'innovation peut venir de partout. Et souvent, l'innovation apparaît dans des situations de crise parce que c'est là que les personnes en ont le plus besoin. Et l'idée d'IdeasBox est née après un séisme en 2010 parce que des personnes nous ont dit, écoutez, il faudrait nous aider à amener des médiathèques dans les camps. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment la priorité à votre avis d'apporter des livres alors que tout s'est effondré? Et on nous a expliqué que oui, une ONG humanitaire nous a dit c'est vraiment important parce qu'en tant qu'organisation humanitaire, évidemment, nous nous concentrons essentiellement sur le fait de sauver des vies. Mais après, qu'est-ce qui fait de nous un être humain? Notre capacité à penser, à partager, à écrire,
à lire, à échanger avec nos proches et à éduquer nos enfants. Ces Ideas Box sont très appréciés par les communautés qui vivent dans les camps. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est cette rétro-innovation. Cette innovation qui a été créée pour des camps de réfugiés à l'autre bout du monde est maintenant utilisée dans des quartiers défavorisés ou dans les zones rurales en France, ici. Oui, c'est un peu l'éducation dans une boîte. Et vous ne travaillez pas seul, bien sûr, vous travaillez en partenariat avec différentes organisations. Si certaines personnes dans la salle ont envie de vous aider, de participer, que peuvent-elles faire? Alors, je vais simplement vous donner un chiffre. La part consacrée à l'éducation pour les réponses humanitaires de 2%, parce que les besoins sont immenses et l'éducation n'est pas reconnue comme une priorité dans l'humanitaire. Bien sûr, il faut commencer par sauver des vies et donc il nous faut des ressources qu'on ne trouve pas dans la réponse humanitaire. Donc nous nous rapprochons de nombreuses entreprises et notre budget est essentiellement constitué de ressources privées. De fonds d'innovation, mais également d'entreprises privées. Mais lorsque je rencontre un interlocuteur dans une entreprise, je ne cherche pas nécessairement uniquement des investissements, des fonds. Alors bien sûr, on a besoin d'argent, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque je rencontre un représentant d'une entreprise, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est aussi la connaissance et l'échange. Nous cherchons toute une série de choses. Par exemple, nous avons un partenariat avec CNP Assurance ici en France et nous avons créé une Ideas Box pour sensibiliser aux questions de santé pour Boulogne-sur-Mer, pour des banlieues parisiennes et Sarcelles, par exemple. Et nous avons également développé des projets avec la Fondation Chanel et son réseau mondial de partenaires qui travaillent sur l'autonomisation des femmes pour créer des projets visant l'autonomisation des femmes en utilisant cette Ideas Box. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'utilisateurs de l'Ideas Box dans le monde. Donc nous pouvons vraiment utiliser des projets en partenariat, on travaille sur l'environnement, le changement climatique, sur l'alphabétisation, etc. Il y a de nombreux contenus que nous pouvons proposer. Je crois que vous avez un petit clic à nous montrer pour conclure. Oui, parce que ce sur quoi nous travaillons beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, parce que l'IA peut nous aider à créer un contenu de meilleure qualité pour les personnes dans le besoin. Et je crois que Philippe Stark a un petit message à ce sujet pour nous. Comment devons-nous imaginer notre demain auprès de l'intelligence artificielle? Quels en sont les dangers? Eh bien, l'empreinte de l'homme aujourd'hui sur la Terre a surpassé la nature, l'empreinte de la nature. Ça porte un nom dont je ne me rappelle plus. Nous avons créé un monde instable. Nous ne savons pas gérer un monde instable. À contrario des avions de chasse aujourd'hui qui sont instables, que l'on peut piloter parce qu'ils ne sont pas pilotés par le pilote, ils sont pilotés par des ordinateurs et des équipes à terre, c'est une sorte de drone. Eh bien, nous ne savons toujours pas piloter cette planète, qui est d'une complexité extraordinaire. C'est un sujet, entre autres, mais c'est pour vous donner un petit exemple, pour vous dire qu'il nous faut plus d'intelligence. Beaucoup plus d'intelligence. Nous sommes aujourd'hui un petit peu limités. Nous continuons à trouver nos petites solutions avec notre petit cerveau habituel, avec notre mémoire, notre culture, mais je pense plus que ça soit suffisant. Aujourd'hui, il faut a little help from my friend, et from my friend, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, plus on sera intelligent, mieux on se portera. Quels en sont les dangers? Eh bien, les dangers de l'intelligence artificielle, c'est nous. C'est qu'est-ce qu'on en fera. C'est pas l'intelligence artificielle qui peut être mauvaise en elle-même. C'est nous. C'est comment nous allons la programmer. Alors après, on peut être un petit peu amusant. On peut se dire que si demain l'intelligence artificielle prend le pouvoir, eh ben c'est qu'elle le méritait.
Merci beaucoup, je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup, Jérémy Lachal, directeur exécutif et cofondateur de Bibliothèques sans frontières. Vous aurez la possibilité de reparler sur le stand au moment du déjeuner. Merci. Je suis directrice d'EP7. J'ai également enseignante en master à l'Université de Shanghai et au Collège d'art, Université d'art de Paris. Et j'enseigne la technologie alliée à l'art. Comment prouver qu'une information est réelle? Parce qu'on peut avoir accès à l'éducation, on peut donner l'accès à l'éducation à tout un chacun, mais si l'on n'est pas en mesure de prouver que l'information donnée est réelle, eh bien ça ne vaut rien. Je pense que nous disposons de nombreuses technologies que nous pourrions utiliser pour améliorer la manière de certifier une information. Il y a par exemple la technologie de la blockchain qui peut être utile afin de trouver la source d'une information et ainsi apporter la preuve de la fiabilité de cette information. Les technologies transforment également la manière dont nous créons des diplômes. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne cessons d'ouvrir de nouvelles écoles, de nouvelles formations sur l'Internet, sur le numérique, et donc nous transformons le concept de diplôme. Par le passé, eh bien, vous aviez un diplôme d'État. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde décentralisé, c'est-à-dire que nous commençons à créer des diplômes et à les décerner de manière décentralisée. Tant et si bien qu'il est très important d'envisager la mise en place de réglementations pour voir comment l'on décerne, quels sont les critères pour décerner un diplôme. C'est une question vraiment cruciale qui se pose aujourd'hui. Ce qui est important lorsque l'on parle de la créativité, c'est qu'elle soit transversale. Et ce caractère transversal, eh bien, c'est l'un des concepts qui est au cœur de la créativité. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus facile d'être créatif parce que l'on a accès à des informations très différentes. Vous pouvez trouver des informations sur la biologie, sur les technologies, sur l'art, et vous pouvez mélanger tout cela. Et ce caractère transversal peut sembler fou, a priori, mais je pense qu'il est crucial pour développer votre propre créativité. Ne vous fixez pas de barrières, soyez transversal et vous trouverez votre voie. Alors notre prochain intervenant est animé par la transmission des savoirs et par une conviction forte. Il faut qu'on repense notre système éducatif et il faut également décloisonner les champs de la connaissance et des compétences. J'ai l'immense plaisir d'accueillir François Tadei, le directeur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. François, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Calment-Lévy ce livre « Apprendre au XXIe siècle ». Pourquoi avoir écrit ce livre ? Je pense que de tout temps, les humains apprennent, et même les animaux également, mais au XXIe siècle, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont très différents. D'abord parce qu'il y a des machines qui apprennent aussi.
Et donc l'intelligence artificielle amène des changements profonds sur lesquels il va falloir réfléchir. Et en parallèle, on a des défis environnementaux, sociétaux, climatiques, les objectifs de développement durable que les Nations Unies et l'UNESCO ont mis au cœur de leurs actions, qui nous imposent d'apprendre différemment, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre différemment et à vivre ensemble sur une planète aux ressources restreintes. Alors justement, on va rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut apprendre et comment il faut l'apprendre? Aujourd'hui, c'est vrai on vit dans un monde où les transformations sont de plus en plus rapides, où les informations sont de plus en plus disponibles, voire même peut-être de temps en temps un peu trop. On peut tomber même dans la surinformation. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre et comment l'apprendre? La méthode. Je pense qu'il y a 100 fois plus de connaissances tous les 100 ans. Ça veut dire 1 million de fois plus qu'au XVIIIe siècle. Donc clairement, on ne peut pas tout apprendre. Par contre, on peut apprendre à apprendre, et apprendre au moment où on a besoin d'apprendre quelque chose de pertinent par rapport aux défis qui sont devant nous. Et donc il faut avoir appris à apprendre, il faut savoir ce que l'on sait, mais aussi savoir ce que l'on ne sait pas encore, et éventuellement être capable d'apprendre rapidement ce dont on a besoin pour avancer individuellement et collectivement. Et donc je pense que par exemple on pourrait essayer d'inventer une forme de GPS de la connaissance qui nous aide à savoir où on est dans l'espace des connaissances et qui nous invite à aller de là où on est à l'endroit où on voudrait être pour trouver une activité professionnelle ou relever un défi personnel ou associatif. Alors vous avez mentionné un GPS, moi j'avais cette question. On a tendance à externaliser certaines de nos compétences avec la technologie. Aujourd'hui, nos iPhones sont probablement une partie de notre mémoire. Je pense que si on perd notre iPhone aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne connaissent même pas le numéro de téléphone de notre conjoint. Est-ce que vraiment, vous dites on a 100 fois plus de connaissances, mais est-ce qu'on est 100 fois plus intelligent? Non, on n'est certainement pas 100 fois plus intelligent, mais il faut s'interroger sur, vu ce que les machines sont capables d'apprendre, qu'est-ce qu'elles ne savent pas et qu'il faut absolument développer comme capacité. Donc je pense que plus les machines progressent, plus il faut que l'humain progresse, mais dans des dimensions qui ne sont pas celles des machines. Typiquement, la capacité à mémoriser et à calculer, qui sont un peu au centre de notre système éducatif, on est quand même beaucoup sélectionné là-dessus, en tout cas moi je l'ai été, ces capacités, mémoriser et calculer, les machines sont nettement meilleures que nous. Et donc on ne peut pas se contenter de savoir mémoriser et calculer. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais il faut développer d'autres capacités. Par exemple, qu'est-ce qui fait du sens pour nous ? Pour répondre à la question que vous me posez, on peut aussi se demander, moi j'aime bien ce poème de T.S. Eliot qui disait où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant, où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Aujourd'hui, il pourrait ajouter où est passée l'information qu'on perd dans les données. Et la question, c'est on a des technologies pour les données, on a des technologies pour l'information. Pour la connaissance, on n'a pas grand-chose. Pour la sagesse et pour la vie, encore moins. Et donc, est-ce qu'on peut apprendre à vivre? Est-ce qu'on peut apprendre à être plus sage? Est-ce qu'on peut apprendre à faire des choses qui ont du sens pour nous, pour les autres? Est-ce qu'on peut apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète? Je pense que c'est ça les grands défis d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques décennies, nos grands-parents, ils apprenaient tout par cœur, les poésies, les choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles concrètement aujourd'hui pour arriver à cette société apprenante? Comment il faut apprendre à nos enfants toutes ces connaissances? Comment leur apporter, leur amener? Je pense qu'il faut d'abord se rendre compte qu'ils ont un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on développe aujourd'hui. Il y a par exemple une chercheuse à Berkeley qui a montré qu'on est tous nés chercheurs et tous nés philosophes. On est tous nés capables de se questionner, d'expérimenter, de faire des hypothèses, de se tromper et d'apprendre de nos erreurs et de progresser grâce à ça, ce qui est typiquement l'approche du chercheur. Vous voulez dire que c'est inné? Ça, c'est inné. C'est comme ça qu'on apprend à parler et à marcher, par exemple. Donc bien avant le système éducatif. Le pic de questionnement est à 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il reste? Parce que les réponses aux questions d'hier, elles sont dans les machines. Par contre, la capacité à questionner, à remettre en question nos modes de vie, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et les jeunes sont extrêmement doués pour faire ce genre de choses, mais encore faut-il développer cette capacité. Donc nous, on a un projet qui s'appelle Les Saventuriers, qui est un projet d'enfants-chercheurs, dans lequel on accompagne ce questionnement inné, cette attitude d'enfant-chercheur en la développant, parce qu'un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a accès à des ressources, à un écosystème, à des mentors, à des pairs, à des technologies, à des connaissances, au moment où il en a besoin pour contribuer à pas simplement être un consommateur de connaissances, mais un acteur et un auteur de la société de la connaissance et d'une société apprenante dans laquelle on peut apprendre les uns des autres beaucoup plus facilement qu'hier. D'accord. C'est un projet d'ailleurs qui, je crois, qui est en relation avec l'UNESCO. Oui, le mois dernier, on a signé un partenariat stratégique avec l'UNESCO, avec Audrey Azoulay. Et notre mission, c'est de réfléchir à ce que pourrait devenir une planète apprenante. On est une planète sur laquelle il y a de la vie et des formes de vie qui apprennent depuis des millions d'années. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de partager ce qu'on apprend d'un bout à l'autre de la planète quasiment instantanément.
Et ça, c'est très nouveau. Et donc, comment est-ce qu'on repense la manière dont on apprend individuellement et collectivement? Comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, à tous les niveaux de l'organisation humaine, la salle de classe, la famille, la société, l'entreprise, la planète, on soit systématiquement organisé pour faciliter les apprentissages des individus et des collectifs? D'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour les parents dans cette salle qui n'ont pas envie de devenir justement ces vieux parents qui vont brider les enfants et leur nouvelle intelligence que vous décrivez ici aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire laisser tout faire à son enfant? C'est plus une question là, d'éducation qu'on peut avoir au sein du foyer. Est-ce que ça veut dire laisser l'enfant dans sa créativité, dans tout ce qu'il a envie de faire, ou est-ce qu'on peut encore garder une certaine rigueur? Moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle des cadres de liberté évolutifs et féconds. Donc, il faut un cadre, et c'est pas exactement le même cadre à 3 ans, à 13 et à 18, par exemple. Donc, il y a un minimum de règles de vie commune sur lesquelles il faut se mettre d'accord et qui vont évoluer. Mais à l'intérieur de ce cadre, il faut, je pense, donner un maximum de degrés de liberté. C'est vrai dans une famille, c'est vrai dans une classe, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une université. Et le nombre de degrés de liberté qu'on donne va évoluer avec le temps, parce que à mesure que la maturité se développe, à mesure que d'autres défis apparaissent individuellement et collectivement, eh bien, il va falloir évoluer. Et la fécondité, on ne peut pas la garantir, hein, mais ça fait cadre de liberté évolutif et fécond, ça fait clé. Donc c'est une clé avec ou sans F. La fécondité, personne ne peut la garantir, mais on ne peut que l'observer. Et ce qui est vrai, c'est que si vous donnez aucun degré de liberté, ben, la fécondité, ça va être juste de rester dans la boîte. Et si on veut penser en dehors de la boîte, eh ben, il faut progressivement ouvrir la boîte et augmenter le nombre de degrés de liberté. Alors, on a parlé des enfants, mais alors pour les adultes, est-ce qu'on est foutu? Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'on a encore des solutions pour continuer à apprendre et pas tomber trop en arrière et pas être dépassé finalement par tout ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'à tous les âges de la vie, on peut apprendre et on peut repenser la manière dont on apprend. Une des meilleures manières de progresser en tant qu'individu, quel que soit son âge d'ailleurs, et même pour les enseignants, c'est de développer la réflexivité. Donc, par exemple, une des choses qu'on voudrait faire avec l'UNESCO, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent dans la salle, mais il y a une journée mondiale de l'éducation qui est le 24 janvier. Je ne sais pas si quelqu'un l'a célébré dans la salle, il peut lever la main, ça serait intéressant de voir. Voilà, ok. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Mais je vous encourage à tous le célébrer le 24 janvier prochain. Il faut dire que ça vient d'être créé, donc vous avez une excuse si vous ne le saviez pas. C'est un peu bizarre de se dire qu'on ne le crée qu'aujourd'hui, parce qu'on est en 2019, on aurait pu le faire il y a un siècle ou plus. Mais bon, maintenant ça existe, et donc je pense que les 24 janvier, on peut organiser une fête de l'apprendre planétaire, c'est-à-dire que aux 4 coins du monde, où qu'on soit, dans sa famille, sur une scène à l'UNESCO ou dans une entreprise, dans une école, dans une université, on doit pouvoir célébrer ce qu'on a appris cette année. Et on a tous appris quelque chose cette année. Vous pouvez tous réfléchir, je sais pas, pendant la pause tout à l'heure, à qu'est-ce que vous avez appris cette année qui vous a transformé, qui vous a vraiment impacté. Quelque chose qui vous a appris à prendre soin de vous, des autres, de la planète. Je pense que si on réfléchit chacun à cette question, mais si ensuite on partage ce qu'on a appris, et bien, si vous partagez ce que vous avez appris, peut-être que votre voisine, quelqu'un d'autre dans la salle, a appris quelque chose de proche et vous pourriez peut-être en parler. Et puisque vous avez appris l'année dernière, peut-être que ça intéresse quelqu'un qui voudrait l'apprendre l'année prochaine. Et donc, on peut créer du réseau, on peut créer des communautés apprenantes, on peut le faire à une échelle d'un quartier, à l'échelle de la planète, et donc on doit pouvoir, en particulier avec le numérique, faire du matchmaking, hein, à parier les gens qui ont appris des choses complémentaires de ce que les autres veulent apprendre, et de façon à créer une espèce de Tinder de l'apprendre, si vous voyez ce que je veux dire, dans lesquels on va pouvoir se rencontrer pour apprendre des choses qui sont pertinentes et plus si affinités. Très bien. Une dernière question, je pense aux jeunes qui cherchent leur voie aujourd'hui. On dit souvent que dans les universités ou dans les écoles, on n'étudie pas forcément les matières ou les compétences, on ne donne pas les compétences dont on aurait besoin pour les jobs du futur, puisqu'ils n'existent pas encore, on ne les connaît pas vraiment encore. C'est quoi votre conseil pour ces jeunes justement qui cherchent leur voie ? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas tant réfléchir à un métier, parce que les métiers, ils auront peut-être changé avant qu'ils aient fini leurs études, mais c'est réfléchir à un défi qu'on a envie de relever. Et des défis, il y en a beaucoup. Les Nations Unies en ont fait 17 grandes catégories, 169 cibles. Donc là, il y a de quoi choisir pour quasiment tout le monde. Vous pouvez aussi créer le vôtre si cela vous suffise pas. Mais si vous avez un défi et que vous vous donnez les moyens d'essayer de relever ce défi, vous allez apprendre. Vous allez vite vous rendre compte que relever ce défi tout seul, c'est pas facile. Donc vous allez devoir savoir si d'autres ont avancé sur ce chemin, si vous pouvez travailler avec eux, si vous pouvez apprendre d'eux, si vous pouvez coopérer, si vous pouvez faire des choses ensemble que vous n'auriez pas faire seul. Et vous pouvez réfléchir à des concepts comme le concept d'ikigai, qui est un concept japonais, qui est un concept où les Japonais réfléchissent là-dessus pour trouver ce qu'ils appellent le sens de la vie.
Leur raison d'être. Leur raison d'être. Et donc cet Ikigai, c'est réfléchir sur ce que vous savez, mais aussi ce que vous pourriez apprendre, ce que vous aimez faire, mais ce que vous aimez vraiment, pas simplement ce qui vous donne du plaisir, mais ce qui vous rend profondément heureux, ce qui fait que vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment important. Qui apporte de la valeur aussi. Qui apporte de la valeur au monde. Donc en quoi est-ce que vous allez avoir un impact sur le monde? Je pense qu'il y a une question très importante à se poser. Et puis la dernière, c'est quelles ressources sont disponibles pour vous aider à avancer. Ça peut être un salaire, mais ça peut être des contenus pour apprendre, ça peut être des individus avec qui collaborer, ça peut être des technologies dont vous pouvez vous emparer pour éventuellement les inventer et leur permettre d'avoir des usages qui vous paraissent plus pertinents que ceux qui existent aujourd'hui. Et peut-être aussi leur dire que il faut se lancer parce que c'est sur le terrain qu'on sait quelles sont nos compétences, nos qualités et nos défauts. François Tadei, merci beaucoup pour cette vous avez l'air dubitatif sur cette dernière... Je croyais qu'il restait 1 minute. Il reste 53 secondes. Vous pouvez rebondir sur cette dernière... Ouais, je pense que la capacité à oser... Et Kant disait oser le savoir, je pense que c'est oser non seulement acquérir le savoir, mais contribuer à être un acteur de cette société de la connaissance et de la reconnaissance. Je pense qu'on a de la reconnaissance aujourd'hui par des modalités qui nous viennent du XXe siècle, typiquement les diplômes, les publications, les brevets. Mais au XXIe siècle, il y a d'autres manières d'avoir de la reconnaissance et peut-être que la reconnaissance la plus importante, c'est celle que les autres vous offrent. Et donc on peut faire des reconnaissances par les pairs, on peut inventer par exemple des open badges ou des systèmes qui font que non seulement vous allez pouvoir naviguer dans cet espace de connaissances, mais vous allez avoir une forme d'expertise reconnue par la communauté et vous allez pouvoir progresser et trouver des gens qui vous aideront à progresser, comme vous pourrez aider d'autres à progresser et vous aurez d'autres formes de reconnaissance. François Tadei, merci beaucoup. Merci. Tout pile. Merci à vous. Thierry Happ, le président de NetExplo, l'a évoqué tout à l'heure. Elle était l'une des lauréates sur scène ici lors de l'édition 2010 et elle est de retour cette année pour intervenir. À l'époque, elle présentait Layar, qui est une entreprise hollandaise qui propose aux développeurs d'avoir des fonctionnalités en réalité augmentée. Aujourd'hui, elle revient, mais cette fois-ci pour parler d'un projet qui s'appelle Opération Éducation. Merci d'accueillir Claire Boonstra. Bonjour à tous. C'est tellement bien d'être ici. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche maintenant. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de me retrouver ici. La dernière fois que je suis venu, c'était donc en 2010. Avec notre société Layar, on a obtenu le Grand Prix de NetExplo. La société n'était créée que depuis 1 an. C'était une véritable aventure. Et 2 ans plus tard, avec un nouveau PDG, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond. Et je me suis rendu compte à l'époque que nous étions dans un monde où les choses bougeaient tellement vite, j'avais un problème. L'éducation bouge tellement vite, comment, et l'apprentissage, comment s'adapter? Alors je me rappelle, lorsque j'ai pu annoncer que j'avais voulu quitter Layar et j'avais un nouveau projet, alors j'ai annoncé ça à tout le monde et j'ai présenté mes idées, ma vision sur l'éducation, le développement en général. Et j'ai annoncé sur scène que je quittais Layar. Donc, il y avait un moment d'émotion qui n'était pas prévu au programme. Mais j'avais dit, je ne connais rien de ce monde. Il faut que je le découvre. Et les gros titres ronflants, les grandes organisations, tout ça ne veut dire rien. Je me trouve seul au monde en quelque sorte. Et alors, ce qui s'est passé était assez remarquable. J'ai reçu littéralement des milliers de réponses individuelles où des gens, enfin quelqu'un qui ressent les choses comme je les ressens. Je croyais être la seule personne au monde à penser les choses ainsi.
Et il y avait tellement qui réagissaient de la même façon, qui disaient que voilà, ils se rendaient compte qu'ils étaient un petit peu désarmés face au monde. Et alors, j'ai décidé de rassembler toutes ces personnes en créant des réunions, des rencontres où les gens peuvent apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Et cela se fait maintenant, c'est formalisé dans une organisation, une association qui s'appelle Opération Éducation, où on essaye de reprendre en main le système, ou plutôt l'écosystème éducatif. Et c'était ce parcours que je voulais vous présenter un petit peu, avec quelques questions, parce que je pourrais également vous poser des questions à mon tour, parce que ce qui nous réunit finalement ici, cette révolution numérique, les choses qui évoluent tellement vite, la question finalement qui se pose est de savoir au fond quel est le sens de tout cela pour les gens, pour l'être humain, pour la société, pour la planète. Ces questions sont légitimes et plus précisément, qu'est-ce qu'au fond nous voulons? Qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'êtres humains, en tant que parents, en tant que dirigeants, si c'est notre rôle? Levez votre main si vous êtes parents, si vous avez des enfants, ou vous êtes bien nombreux, et qui a des responsabilités dans une entreprise et qui souhaite assumer et développer ses responsabilités. Vous êtes aussi nombreux. Alors nous voulons que nos sociétés, nos enfants, excellent, évidemment. On est ravis que les enfants aient des bonnes notes. Levez la main si vous êtes content, si vos enfants ramènent à tout le monde. Apparemment, il y en a qui non. Bon, alors peut-être que vous êtes sincère ou original. Mais enfin, les parents d'enfants qui ont les meilleures notes, est-ce que ces parents sont les plus heureux? Est-ce que les enfants sont les plus heureux, ceux qui ont les meilleures notes à l'école? Pas nécessairement. On aime bien que les enfants se comportent bien, obéissent, écoutent. Est-ce que ça vous plaît d'avoir les enfants? Évidemment, tout le monde est content de voir ses enfants aller dans la voie qu'on a tracée pour eux, ou en tout cas suivre la conduite qu'on leur a dictée. Mais est-ce que les enfants qui sont capables de disons, se prendre eux-mêmes en main. Est-ce que ça, c'est pas plutôt quelque chose que vous appréciez davantage chez vos enfants? Puis une autre question, évidemment, vous aimez bien que vos enfants, je ne sais pas, s'inscrivent à l'enseignement supérieur, suivent des études supérieures plutôt, et sortent diplômés d'une université, que sais-je. Mais est-ce que ceux qui sont donc diplômés de l'enseignement supérieur, est-ce qu'ils sont plus utiles à la société que ceux qui sont en fait capables de réparer les problèmes, régler les problèmes, rendre les choses plus belles, sans nécessairement disposer de diplômes universitaires. Bon, la question se pose. Et puis ensuite, vous connaissez le classement PISA, des pays qui regarde le niveau des enfants. Alors, êtes-vous fier si votre pays est bien placé dans le classement PISA? Je suppose que oui. Bon, bien entendu. Mais les pays qui sont classés parmi les premiers, est-ce que ce sont les meilleurs élèves de la classe planétaire? On a tendance à dire oui, bien sûr, mais au fond, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce que l'on sait finalement par rapport à tout cela? Dans quelle mesure le fait d'être brillant à l'école donne de bons résultats pour la société? Et quid des gens qui ont des longues vacances scolaires, des examens qui sont uniques, qui sont les mêmes pour tout le pays? Pourquoi les enfants doivent être disciplinés à l'école? Pourquoi il y a une séparation entre l'école primaire et l'école secondaire? Pourquoi donner des notes, des devoirs à la maison? Pourquoi comparer les bons élèves et les mauvais? Pourquoi normaliser? Pourquoi mettre les enfants du même âge dans la même classe? Pourquoi y a-t-il des méthodes pédagogiques? Pourquoi s'intéresser au développement cognitif? Pourquoi y a-t-il un écart entre la formation professionnelle et la formation universitaire? C'est pourquoi se multiplient à l'infini. Et puis, aux Pays-Bas, on dit « ondersvraag », qui veut dire les questions pour l'éducation, les questions relatives à l'éducation en question. On a 25 grandes questions fondamentales, mais enfin, il y en a certaines qui sont très néerlandaises, la question, parce que souvent, en fait, on voulait savoir, on disait que les gens avaient en fait les réponses à ces questions. Donc, de manière assez systématique, nous avons étudié la question, justement, pour voir comment on en arrivait là. Alors, c'était très intéressant sur le plan historique de voir comment le système éducatif a évolué et voir comment l'apprentissage
ont-ils ça chez fait? Mais en fait, quelles sont, disons, les preuves scientifiques des avantages et des inconvénients de la réussite scolaire académique? Et dans certains cas, les inconvénients sont plus lourds que les avantages. Les inconvénients sont plus lourds. Alors, dans ce cas-là, y a-t-il des solutions de rechange? Et là, ce que je peux vous recommander, c'est de faire un peu la même chose dans votre pays. Et si cela vous intéresse, prenez contact avec moi, parce que pour chaque question, nous avons créé donc un dossier, on est passé à la radio toutes les 2 semaines et on avait une émission pour faire un rapport d'étape sur notre étude. Il y a un bouquin qui va sortir qui pose toutes ces questions avec les réponses, mais ce n'est qu'en néerlandais pour l'instant, mais enfin c'est quelque chose que vous pourriez faire dans vos pays respectifs. Également, vous verrez, ça vaut la peine de se poser ces questions. Toujours est-il que, en se tournant vers l'avenir, on va se dire finalement, cette révolution numérique, qu'est-ce qu'elle nous apporte, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez des robots qui nous parlent, nous avons des voitures qui se conduisent toutes seules, le concept de mobilité a changé du tout au tout, la réalité augmentée nous permet de parler automatiquement toutes les langues de la planète grâce à Google Translate et nous sommes en mesure, grâce aux nouvelles technologies, de transformer l'être humain, de faire parvenir la molécule médicamenteuse exactement là où il faut. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous, l'être humain? On n'a plus rien à faire, la machine fait tout pour nous. Alors, la réponse à cette question, finalement, est toute simple. Peut-être qu'il faudrait non pas devenir des robots nous-mêmes ou même des robots améliorés. Les robots, évidemment, se comportent comme on leur dit de se comporter, mais peut-être qu'il faudrait plutôt faire des choses qui nous paraissent vraiment propres à nous, véritablement uniques, pour avoir un avenir réellement humain. L'imagination, par exemple, l'imagination, pour autant qu'on sache, il n'y a que l'être humain qui soit capable d'imagination, d'imaginer des situations. Les autres êtres vivants, les animaux, n'ont pas cette capacité, pas plus d'ailleurs que l'intelligence artificielle. Elle ne peut pas avoir sa propre imagination. Elle ne fait qu'avoir des algorithmes intelligents qui peuvent imiter la pensée. Mais l'empathie, l'intuition, tout ça, ça vient du plus profond de nous-mêmes. On ne peut pas la programmer chez un robot. Et tout cela, je me suis intéressé d'ailleurs sur lorsqu'il y a un descriptif d'emploi pour un poste à pourvoir. On regarde les qualités, les compétences attendues, qui sont des compétences du 21e siècle, mais on se dit, mais finalement, ces compétences, elles existaient déjà du 4e siècle avant Jésus-Christ, parce que finalement, au fond, on demande à un être humain d'être capable de progresser, de partir d'une situation pour arriver à une meilleure situation. Ces compétences sont typiquement et uniquement humaines, et c'est cela qu'il faut développer, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et puis il y a une autre chose, nous vivons plus longtemps, plus vieux que jamais, selon la recherche scientifique, en tout cas dans notre région du monde. L'espérance de vie à la naissance dépasse 100 ans maintenant. Un enfant qui naît a toutes les chances de vivre au-delà de 100 ans. Mais vivre 100 ans et plus dans une société qui change si rapidement, ça veut dire qu'on va avoir tellement d'évolution. Mais ce qui compte vraiment, qu'est-ce qu'il faut vraiment apprendre dans ce contexte? Et alors, si on commence de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire rétrospectivement, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on revoit? Il y a un bouquin magnifique écrit par, c'est un Australien, qui s'occupe de soins palliatifs, qui s'appelle Les 5 plus grands regrets des mourants, de ceux qui sont à l'agonie. Là, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre une vie en conformité avec moi-même, non pas la vie que d'autres attendaient de moi. Premier regret. Deuxième, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Numéro 3, j'aurais aimé pouvoir exprimer mes sentiments. Numéro 4, grand regret, j'aurais voulu pouvoir rester en contact avec mes amis. Et numéro 5, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et là, vous voyez ça dans tous les livres qui vous apprennent, qui sont là pour vous aider à vous en sortir. Il y a des livres d'aide individuelle, il y a des livres, il y a des films aussi hollywoodiens, des contes de fées et autres, qui tournent toujours autour de ces mêmes thèmes et qui se terminent souvent
par la phrase célèbre, ils vécurent longtemps et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est ça, finalement, au fond, ce que cherche l'homme, ce que cherche l'être humain. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les gens mènent une vie heureuse, pour qu'ils vivent heureux, avec ou sans beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et il y a une petite île au Japon, l'île d'Okinawa, où les gens connaissent la plus grande longévité et sont les plus heureux. Alors, il y a beaucoup de choses connues. Leur alimentation est saine, le niveau de stress est faible, ils dorment longtemps. Mais ce qui est vraiment intéressant à Okinawa, c'est qu'ils vivent leur ikigai. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. À Okinawa, les gens vivent à un âge jusqu'à 100 ans et plus, mais ils sont restent actifs jusqu'à la fin de leur jour. Et ils vivent leur ikigai. Alors c'est quoi ce concept? C'est ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, ce n'est pas nécessairement la même chose d'ailleurs, et puis d'un autre côté, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez vous faire rémunérer. Alors il y a l'aspect personnel en bleu et en vert, ou plutôt en jaune et en rouge et en bleu, le reste du monde, la société, l'environnement. Alors, il y a évidemment les vocations professionnelles, mais s'il manque quelque chose, c'est un peu bancal, mais si les 4 facteurs sont réunis, vous voyez les cercles qui se chevauchent, si tout cela est rempli, votre ikigai, au cœur de tout cela, est épanoui. Et vous, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, comment reconnaître, comment faire en sorte que chacun d'entre nous puisse vivre son ikigai. Comment donner l'exemple, justement, quand on veut éduquer la prochaine génération. Et cela pose la question fondamentale, au fond, quel est l'objet de l'éducation? À quoi ça sert? Quelle est votre réponse à cette question? Et on se pose ces questions, on s'est posé ces questions des dizaines de fois, des dizaines de milliers de fois, même aux Pays-Bas et ailleurs. On en a fait d'ailleurs une vidéo qui est en néerlandais, qui veut dire quel est l'objet de l'éducation. Vous pouvez le lire en néerlandais là, à l'écran. Ça a été fait en 2015 et il y a des milliers de fois la question s'est posée et à chaque fois, depuis on a créé une réponse finalement partagée, au fond, l'objet de l'éducation, à quoi ça sert. Et ça, c'est la réponse qui résulte de milliers d'interrogations. On voit ce que sont les objets de l'éducation. La première chose, apprendre à découvrir qui vous êtes et ce que vous êtes, où vous allez. Donc ça, c'est votre potentiel qui doit pouvoir s'épanouir. Deuxièmement, apprendre à vivre ensemble et apprendre la vie ensemble. Et troisième élément, apprendre à s'approprier sa propre vie et le monde dans lequel on vit, essayer d'en faire un monde heureux, un monde de paix, un monde sain, un monde durable. Et puis, chacun de trouver ses propres réponses, évidemment. On peut dire, en un seul mot, l'amour, voilà, c'est le sens de ma vie. Très bien. Enfin, vous pouvez trouver vos propres réponses qui sont propres à vous et à votre contexte. Il n'y a pas, tous les contextes sont différents, tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, donc chacun a ses réponses différentes, mais en tout cas, il faut se poser la question, il faut s'interroger, il faut se connaître soi-même. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se disent, finalement, il y a des choses qui ressentent profondément, et on a essayé de trouver une réponse affirmative à une question fondamentale qui dit, comment vais-je pouvoir m'organiser par rapport à tout cela que j'ai reconnu? Parce que c'est quand même, il y a un changement de paradigme maintenant qu'on retrouve maintenant dans les organisations. Au lieu d'être pyramidal, tout est un peu dispersé et on s'intéresse à un aspect de son développement et essayer de faire, quand tout cela est rassemblé dans un immense écosystème, au lieu d'avoir une organisation pyramidale à l'époque, disons, pré-numérique où quand un match de foot était annulé parce qu'il y avait, pour cause de pluie, il fallait qu'il y ait une personne qui l'explique à d'autres et ainsi de suite. C'était la seule façon de faire passer l'information de haut en bas et pendant des années, ça s'est tellement
ça a tellement bien fonctionné que c'était le mode de vie le plus classique de transmettre l'information. Mais maintenant, quand vous travaillez dans des organisations plus complexes, vous savez que c'est pas pyramidal. La réalité ressemble plus à ce labyrinthe que vous avez à l'écran. Moi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et je reconnais bien ce problème. Tapez sur Google Real Org chart et vous allez retrouver ça. Alors, et souvent, quand on essaie de se trouver soi-même dans cette espèce de fouillis, finalement, il y a ceux qui sont capables de traduire en réalité leurs souhaits. Chacun, dans les organisations où chacun peut vraiment s'épanouir, ça ressemble à ça finalement l'organisation, un organisme vivant, un écosystème. Et c'est ça la beauté magique de la chose, et c'est à ça qu'il faut penser lorsqu'on essaie de transformer l'éducation. Vous avez les écoles, par exemple, qui fonctionnent vraiment bien, qui permettent à leurs enfants de réaliser leur potentiel, justement. Et les parents sont ravis de voir que leurs enfants sont vraiment redevenus eux-mêmes. Et les enseignants sont ravis parce qu'ils voient que les choses se développent. Tout cela, le système, l'école devient un écosystème. Mais quand vous avez un système pyramidal qui commence par le ministère de l'Éducation et qui, de haut en bas, dicte de manière unilatérale la façon dont les choses se passent, ça ne fonctionne plus. Et on retombe finalement dans les anciens paradigmes où on essaie de trouver sa place dans l'organigramme. Et là, on reste coincé. Et on est tellement habitué à cette façon de penser pyramidale qu'il est très difficile quelquefois de faire les choses différemment. Mais ce qui est quand même positif, c'est que la technologie numérique nous permet justement d'y arriver. C'est ce à quoi ressemble l'Internet, ce que vous avez à l'écran. Justement, ces relations qui sont beaucoup plus organiques. Et là, on peut servir de la technologie d'Internet, de la blockchain. Encore faut-il se dire que l'Internet ou le progrès technologique n'est pas une fin en soi, mais nous permet justement d'atteindre ce nouveau niveau d'épanouissement dans l'organisation. Et alors, évidemment, dans les pays en développement, vous avez des organisations qui essayent de transformer les enseignants en robots. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, on va se servir des technologies numériques pour robotiser l'enseignement et permettre à l'enseignement d'aller partout. Et là, on est sûr que l'enseignement dispensé est exactement comme il faut. Et c'est tellement réglementé de haut en bas, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Alors, on a étudié des organisations très complexes, des très beaux exemples de l'éducation couronnée de succès dans certains pays, chez moi, mais bien entendu très loin aussi. Et vous verrez qu'il n'y a pas deux écoles identiques. Par contre, il y a des grands principes qui ressortent de tout cela qui sont presque universels. D'abord, toutes les grandes organisations qui savent se remettre en place cherchent toujours un objectif. Qu'est-ce que, ici et maintenant, je dois faire? Dans le contexte le plus vaste. Et puis, ce n'est pas une question de plan stratégique bien préparé à l'avance puis rangé. Non, on vit son plan, on réfléchit, on met en place les choses et à chaque fois on se repose la question à chaque étape, est-ce que cela correspond à mon objectif? Et le plus difficile, c'est de se poser les questions à soi-même, c'est-à-dire, est-ce que moi, je vais dans le bon sens? Est-ce que je fais le nécessaire? Est-ce que je peux? Et le fait de prendre ses responsabilités consiste finalement à se demander, est-ce que je suis moi au bon endroit en train de faire ce qui est nécessaire pour aller dans la bonne direction? Dans mon organisation, nous sommes vraiment focalisés sur le développement du leadership et nous commençons au niveau scolaire avec des programmes de développement du leadership dans les écoles et nous avons vraiment fait évoluer le système éducatif en nous focalisant sur notamment la nécessité de pépinières de start-up pour les nouvelles écoles et en faisant en sorte que les écoles existantes évoluent à leur tour à la suite des écoles pilotes. Donc voilà les éléments principaux dont je voulais vous faire part pour que vous les gardiez en tête. J'espère que nous allons réussir à construire ensemble une éducation différente qui corresponde à ce que nous sommes, nous les humains, et à ce qu'est véritablement notre planète. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment à vous, Claire Boomstra, de Opération Éducation.
Alors, je vais vous rappeler que vous aurez cet après-midi l'occasion de faire un choix parmi nos innovations. Vous n'en avez encore vu que 3. Vous avez eu Farhat, le robot gentil, Fatmata, qui nous aide à distinguer le vrai du faux, et vous avez vu TCAV, qui fait de l'intelligence artificielle quelque chose de plus transparent. Donc 3 sur 10, et il vous en reste encore 7 que vous allez rencontrer cet après-midi. Souvenez-vous-en, car il vous faudra faire un choix cet après-midi pour le Grand Prix NetExplo. Je vais à présent inviter Sandrine Catella à remonter sur scène pour le 2e épisode de son conte des 2 avenirs.